Bien, bonjour Rachel. Donc, je reprends vos trois questions, mais dans le désordre. D'abord, vous me demandez pourquoi est-ce que... euh, donc, la question sur les effets d'agglomération. Vous me dites que lorsqu'il y a des effets d'agglomération, ça renforce la probabilité d'un choc asymétrique. Et vous me demandez pourquoi c'est un problème pour la monnaie unique. En fait, c'est relativement évident, hein. Effectivement, donc lorsque vous avez une zone qui est plus intégrée, on peut craindre, suggère Cogman, que vous ayez davantage d'effets d'agglomération, que vous ayez tendance à une spécialisation plus poussée des pays, certains faisant du tourisme et d'autres en mettant des voitures. La France, l'Allemagne, par exemple. Donc, vous allez avoir cette spécialisation et donc un choc qui ne toucherait qu'un seul secteur, par exemple le tourisme, euh, une épidémie, une vague de terrorisme, toucherait le pays qui s'est spécialisé sur le tourisme, en l'occurrence la France, et épargnerait le pays qui s'est spécialisé sur les automobiles ou sur l'industrie en général. Et pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que lorsque vous avez une monnaie unique, il est compliqué de gérer des chocs asymétriques. Une monnaie unique, ça veut dire un taux de change unique et ça veut dire une politique monétaire, donc un taux d'intérêt largement unique également. Par conséquent, le pays qui est touché par le choc asymétrique ne peut pas utiliser son taux de change, c'est-à-dire la dévaluation, pour essayer de relancer ses exportations, et il ne peut pas non plus utiliser son taux d'intérêt pour, en le baissant, relancer l'investissement ou éventuellement la consommation. Donc, euh, le pays est davantage exposé au choc asymétrique à cause de l'intégration croissante et en se privant de l'arme monétaire, il se rend moins capable de surmonter, de faire face à ces chocs asymétriques. Donc, l'intégration européenne rend à la fois les chocs asymétriques plus probables et l'intégration monétaire européenne les rend plus difficiles, a priori, à surmonter pour les pays qui seront touchés. Donc avec éventuellement, potentiellement, plus de chômage, un chômage plus durable dans les pays qui les subiront et des divergences croissantes à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, deuxième question, vous me demandez pourquoi la politique budgétaire, enfin plutôt vous me rappelez que lorsque on est dans une situation de trappe à liquidité, la politique budgétaire peut être a priori efficace et dans ces conditions, l'endettement n'est pas tellement à craindre parce que les taux d'intérêt sont faibles. Et vous me dites, est-ce que ce sera indéfiniment le cas? A priori, la réponse est non, mais on voit bien que ce que suggérait le texte de l'interro, de la dernière interro de SH sur la théorie monétaire moderne, et puis on voit bien également que la politique qui est plus ou moins annoncée ou suggérée à l'heure actuelle par la BCE, ça va bien consister à faire en sorte que on soit dans une situation équivalente à une trappe de liquidité durablement, c'est-à-dire une situation où les taux d'intérêt vont être maintenus très 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 bas par la Banque centrale européenne. Donc, effectivement, l'idée qui, à mon avis, émanait du texte de Krugman et la position keynésienne traditionnelle, c'était de plaider en faveur d'une politique budgétaire vigoureuse face à une crise, parce que dans une crise, on est en général dans une situation de trappe à liquidité qui rend l'endettement assez supportable, mais c'était toujours vécu comme des politiques budgétaires temporaires de relance. Là, on a mené des politiques budgétaires très très vigoureuses, on s'est endetté très lourdement, mais on peut supposer que la BCE va faire ce qu'il faut pour faire en sorte que les taux ne remontent pas et nous permettent de vivre avec cet endettement très lourd euh, grâce à des taux d'intérêt qui seront longtemps faibles. Enfin, dernière question, pourquoi la politique monétaire est-elle efficace lorsqu'on est en temps de change flexible et en situation de libre circulation des capitaux? Pourquoi est-ce qu'elle est inefficace lorsqu'on est en situation de taux de change fixe avec également libre circulation des capitaux? Alors d'abord, on est bien dans cette configuration du graphique ISLM BP avec une courbe BP qui est horizontale.
ce qui se justifie par l'hypothèse de libre circulation des capitaux. Si vous menez une politique monétaire expansive, on va commencer par la situation de change fixe. En situation de change fixe, vous allez avoir une baisse du taux d'intérêt. On peut penser que l'offre de monnaie augmente et donc dans la vision keynésienne, ça se traduit par une baisse du prix sur le marché de la monnaie, c'est-à-dire une baisse du taux d'intérêt. Cette baisse du taux d'intérêt, elle est a priori plutôt bonne pour l'activité économique, mais au niveau international, elle a principalement pour conséquence de faire fuir les investisseurs étrangers. Tout le monde a envie de placer dans un autre pays où le taux d'intérêt est plus élevé, puisque vous avez baissé le taux d'intérêt. Donc on peut supposer qu'il est faible par rapport aux autres pays. Les capitaux fuient. Les capitaux fuient, ce qui a pour conséquence de faire baisser le taux de change au certain. Votre monnaie se déprécie par rapport aux monnaies des autres pays. Or, c'est interdit, puisque vous êtes en taux de change fixe. Par conséquent, le fait d'être en taux de change fixe fait que vous êtes astreint par la loi, ou en tout cas par votre parole, par votre décision, à faire remonter le taux de change à son niveau initial, ou à en faire même en sorte qu'il ne varie jamais de son niveau initial. Et comment faire quand les capitaux fuient? Mais quand les capitaux fuient, pour faire remonter le taux de change à son niveau initial, il faut faire remonter le taux d'intérêt, c'est-à-dire mener une politique monétaire restrictive. Donc en gros, vous ne pouvez pas faire que LM se déplace vers la droite. Parce que ce qui va se passer en termes de mouvements de capitaux internationaux et en termes de taux de change va très vite vous contraindre, vous obliger à faire ensuite la politique inverse. Donc, la politique monétaire est impossible dans un contexte d'économie ouverte, de globalisation financière, symbolisée par cette courbe BP horizontale, et de taux de change fixe. En revanche, si vous êtes dans une situation de taux de change flexible, il se passe exactement la même chose. Au départ, politique monétaire expansive entraîne baisse du taux d'intérêt entraîne fuite de capitaux entraîne dépréciation de votre monnaie. Mais cette dépréciation de votre monnaie, puisque le taux de change est flexible, vous n'avez rien à faire pour l'endiguer, pour l'empêcher. Au contraire, vous devez même, si vous respectez la flexibilité des taux de change, la laisser se produire. Et quels vont être ces effets à cette politique monétaire et à cette baisse des taux de change? Eh bien, ça va être de stimuler, d'encourager vos exportations. Le taux de change sera plus faible, vos exportations paraîtront moins chères aux consommateurs étrangers qui vont en acheter davantage. Donc, vous allez avoir un deuxième effet positif qui, sur le graphique, se matérialise par un déplacement de l'IS vers la droite. Ce surcroît d'exportation, c'est donc un surcroît de demande qui se traduit effectivement par un déplacement de la courbe IS dans son ensemble. Du coup, vous passez, si on veut, de ce point-là à ce point-là à ce point-là, ou directement de ce point-là à ce point-là, et la politique monétaire est très efficace. Non seulement elle a eu son effet de politique monétaire, si on veut, je baisse les taux d'intérêt, c'est bon pour l'investissement et la croissance, et puis en plus, il y a eu le relais de la baisse du taux de change au certain, qui vous donne un surcroît de compétitivité et qui augmente encore les débouchés et donc potentiellement la production et le revenu global. Donc là, vous avez un effet de confirmation, alors que là, vous avez au contraire un effet d'annulation à cause tout simplement du système de change. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question numéro 3 que vous avez posée. N'hésitez pas à me renvoyer un mail si vous voulez davantage de précision.